Bonjour Hélène Carrère d'Ancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française et membre donc de l'Académie française. On est très heureux de vous accueillir, l'une des grandes voix de notre temps, l'une des plus grandes spécialistes bien sûr de la Russie. On va parler de votre livre dans quelques instants qui s'appelle De Gaulle et la Russie. D'abord un mot sur l'actualité. Emmanuel Macron aux côtés de Donald Trump. Vous diriez à la manière de De Gaulle, dont vous parlez si bien, la grandeur de la France est revenue ou pas ? Je l'espère en tout cas, parce qu'il est très important que la France soit présente dans le monde. Maintenant je dirais que c'est tout de même un autre temps. Au temps de De Gaulle, la France avait véritablement besoin de retourner dans le monde. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait pareil. Elle est, je veux dire, sa place, elle sait où se situe, c'est-à-dire c'est une puissance moyenne, même si Trump a dit que c'était une très grande puissance, mais ça n'est plus ce que pensait le général de Gaulle, que la France devait être une très grande puissance. Oui, mais là, on voit Emmanuel Macron qui essaye, aux côtés de Donald Trump, de lui dire « la France est le leader de l'Europe, en fait ». Il est vrai qu'actuellement, l'Europe n'a pas beaucoup de voix en dehors d'Emmanuel Macron. Ça, c'est la vérité. On l'a très bien vu au moment des frappes en Syrie. Après tout, il n'y a pas eu de pays européen. L'Angleterre, avec le Brexit, se trouve en dehors. Et de toute l'Union européenne, il n'y avait que la France qui avait décidé. Alors, on est pour, on est contre, c'est un autre problème. Mais ce qu'Emmanuel Macron a voulu montrer, c'est qu'il y avait que la France qui était présente aux côtés des États-Unis. Ce qui est un autre choix. Oui. Et alors, les gestes d'affection entre les deux hommes, vous en pensez quoi, au fond ? Si vous voulez, étant donné que je me suis penché sur le général de Gaulle, je dirais que le général de Gaulle n'aurait jamais été l'homme à taper dans le dos, à faire des embrassades. On est là aussi dans un autre temps. Les hommes d'État se comportent comme s'ils étaient deux vieux amis qui se retrouvent au bistrot, ou à peu près, tandis qu'au temps du général de Gaulle, on se parlait à distance, avec une grande réserve. C'est là qu'on voit véritablement que nous vivons dans deux mondes qui n'ont aucun rapport, et que l'autorité des chefs d'État reposait avant tout sur la manière de se comporter. Oui, mais là, on voit cette photo, Trump qui époussette les pellicules supposées d'Emmanuel Macron sur sa veste. Je veux dire que c'est assez étrange. C'est un geste américain, je suppose. Moi, je n'ose pas dire, mais je me suis dit une seconde, si j'avais été Emmanuel Macron, je lui aurais rendu l'appareil. Oui, c'est-à-dire vous seriez allé chercher sa propre veste. Mais ça, c'est un réflexe que j'ai eu en regardant. Oui, donc c'était pas forcément un geste très affectueux, au fond. En tout cas, c'est un geste étrange. Souligner que, même amicalement, que le voisin, devant des écrans et devant la presse rassemblée, des centaines de journalistes, que le chef de l'État français a quelques pellicules sur son costume, c'est pas d'une élégance absolue. Oui. D'autant que Emmanuel Macron a un grand souci d'élégance, et nous en sommes satisfaits. Oui, il ne ferait pas ça, par exemple, à Poutine. Je ne crois pas. Je crois que Poutine ne supporterait pas ça. D'ailleurs, Poutine n'est pas tactile. Il ne passe pas son temps à toucher les gens. Moi, j'étais frappée en regardant cette conférence de presse de voir combien ces deux hommes se touchaient sans arrêt. Ça aussi, c'est un genre nouveau. Avant, on ne tapait pas sur le voisin, on ne lui touchait pas le bras et on ne finissait pas par l'embrasser comme ça, comme si c'était sa petite amie. Oui, on est loin du général, là, Hélène Carrère. On est très loin. On va parler de De Gaulle, mais une fois encore, le temps a vraiment changé. Ce qu'est un homme d'État, c'est tout à fait autre chose. Oui, et ce qu'était le général de Gaulle, vous en parlez dans ce livre, et vous dites quelque part une forme de héros romantique. Là, pour le coup, on est dans le charnel, pas seulement dans la politique, là. Ah oui, mais c'est un héros romantique parce que c'est quelqu'un qui s'est inventé. Le général de Gaulle, au départ, qu'est-ce que c'était ? C'était un général de brigade à titre temporaire qui avait été sous-secrétaire d'État à la guerre, qui avait une théorie très importante sur la mécanisation de l'armée, mais que personne n'écoutait, on le sait très bien, la défaite le prouve. Et au fond, il ne représentait rien aux yeux de personne, et notamment pas aux yeux de Churchill, chez qui il est allé se réfugier. Oui, d'ailleurs, Churchill avait des mots très durs pour lui. Absolument, mais au départ, il a eu des difficultés avec tout le monde. Et la France, pour Churchill et pour tous les interlocuteurs de Gaulle, Staline, plus tard Roosevelt, qu'est-ce que c'était que la France ? C'était un pays vaincu. À la rigueur, le pouvoir en France, il était à Vichy, mais pas dans la France libre, ou là, derrière le général de Gaulle. Et cet homme, une fois encore, qui ne représentait rien, il est arrivé, il a dit « Je suis la France libre, les autres ne représentent rien, c'est moi qui suis ». Et il a ajouté « Et la France sera à la table des vainqueurs ». Oui. Et vous savez, là on voit que le personnage est romantique. Il quitte la France le 17 juin. Ce 17 juin, les troupes allemandes défilent dans Paris. Et Hitler s'apprête à aller danser sur la place de l'Étoile. Et De Gaulle dit à cette phrase extraordinaire, il dit « La France n'est pas vaincue », ça on le sait, mais il a une phrase bien plus extraordinaire. On est en plein pacte germano-soviétique, et De Gaulle dit « L'Allemagne est vaincue ».
Alors comment? Enfin, je veux dire, on se dit, il est fou cet homme. Et en réalité, cet homme a entrevu déjà ce que personne ne voyait, c'est que le pacte germano-soviétique ne durerait pas longtemps. Et ça, il fallait être génial pour ça. Mais ça va avec son invention, c'est-à-dire, il a inventé un monde dans lequel les choses ne seraient pas comme elles étaient, et où lui, De Gaulle, serait véritablement l'incarnation de la France. C'est pour ça que c'est une histoire incroyablement romantique. C'est un bluff, parce que vous nous dites, effectivement, il dit la France sera dans le camp des vainqueurs, alors que la France était vaincue. Et en tout cas, lui ne pouvait en aucun cas représenter la France aux yeux de tous ses interlocuteurs, parce que malgré tout, il voyait un territoire français, un vieux maréchal qui incarnait la France. Bon, c'était impensable. Il était tout seul pour le penser. Il y avait peut-être deux hommes fidèles à côté de lui et sa femme qui croyaient à ça. Mais il est arrivé à faire croire ça à tout le monde. Ce qui est incroyable, oui. Dans ce livre, De Gaulle et la Russie, évidemment, vous nous dites, au fond, ce que le général avait fait, c'est la France d'aujourd'hui et c'est l'Europe d'aujourd'hui. Oui, et pas seulement l'Europe d'aujourd'hui, il a vu le monde d'aujourd'hui. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Et ça tient d'ailleurs, je voudrais le dire, parce que je crois que la culture est quelque chose de capital. Le général de Gaulle était très cultivé. Il connaissait l'histoire, il savait lire, il savait ce qu'était la géographie, il avait toujours regardé des cartes. Et il savait d'abord que l'alliance germano-soviétique ne pouvait pas durer pour des raisons que la carte montrait. Il savait aussi, il avait pressenti que le monde glisserait vers l'Est, que l'importance de l'Union, de cet Est européen était considérable. Il avait même entrevu avant tout le monde que la Chine était importante. Ce que nous voyons aujourd'hui, cette Chine qui... Enfin, je veux dire que toutes les conversations à Washington, c'est très bien, mais où est le centre du monde maintenant? Il est à Pékin. Hein, c'est là qu'est la puissance de demain, et même celle d'aujourd'hui. Mais ça, De Gaulle l'avait, lui, compris dès les années 40. Oui, il ne croyait pas au rideau de fer. Non, mais il était... Bon, c'était un visionnaire. En même temps, c'était un homme réaliste qui avait les deux pieds sur terre. Et puis, il croyait en lui-même aussi. Oui, mais ça c'est important en politique. Hein. Oui, mais je vais vous dire, je ne veux pas limiter les choses. Il croyait en lui-même, mais pas d'une façon égo. C'était pas son ego. Il croyait en lui-même parce qu'il avait le sentiment qu'à ce moment-là, il était la France. Alors, ça paraît comique, enfin, on se dit, il était complètement, je dirais, paranoïaque. Pas du tout. Il avait le sentiment qu'avec cette conviction, il ferait bouger les choses. Et quand on regarde le résultat final, enfin, cette France vaincue en 1940, il ne faut pas oublier, quand on lit les documents de Yalta, on voit très bien que Staline disait « La France s'est fait battre, il faut lui enlever ses colonies, c'est un pays qui n'existe pas ». Roosevelt méprisait la France profondément. Et De Gaulle a réussi ce tour de force, que ce pays vaincu, il a fini par le faire entrer dans le club des vainqueurs, que nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité. Mais c'est grâce à lui. Enfin, qui d'autre les Italiens n'y sont pas, les Allemands n'y sont pas. Ils n'ont pas été dans une situation pire que nous, en définitive, en 1940. Mais le général de Gaulle, par cette espèce de force de conviction, à force de répéter « nous ne sommes pas vaincus, nous sommes à la table des vainqueurs ». Bon, et alors, il a eu des gestes. Il a tout de même inventé d'envoyer des aviateurs, un petit contingent qui sera l'escadre Normandie, puis plus tard Normandie-Niemen, sur le front de l'Est. En définitive, aussi grâce à ce geste qui paraît tout à fait dément, qu'est-ce qu'il a réussi? Il a réussi à ce que la France soit le seul pays présent avec 40 personnes sur le front de l'Est. Bon, mais enfin, le bénéfice de cette politique aujourd'hui, être membre permanent du Conseil de sécurité, c'est extraordinaire. Quel triomphe! C'est une aventure que vous nous racontez dans ce livre avec tellement de passion, Hélène Carrère-Dancos. Vous diriez aujourd'hui, finalement, c'est Poutine, c'est Macron, c'est Trump. Ça ressemble à ce monde-là que vous nous racontez non, ou pas? Du tout. Non, c'était, je vais vous dire, c'était tout de même un homme hors du commun. Et j'aimerais dire quelque chose, c'est que je ne suis pas partie, lorsque j'écrivais ce livre, avec une conviction, je dirais, bon, j'étais comme tous les gens de ma génération, je trouvais le général de Gaulle très bien. Je ne peux pas dire que j'avais compris ce qu'il était. Et puis, en travaillant, en courant dans les archives, tout ça, j'ai vu surgir un personnage et une histoire tout à fait incroyables. Les résultats sont incroyables aussi. Enfin, quand on lit, écoutez, quand De Gaulle a rencontré Staline en 1944, De Gaulle, il était président du gouvernement provisoire. Et d'ailleurs, on lui a fait remarquer à Moscou, on a dit gouvernement provisoire, c'est pas grand-chose. Hein. Bon, son pays était tout de même dominé par les communistes. Il venait demander, au fond, essayer d'obtenir de Staline que Staline calme les communistes, et il voulait s'assurer que Staline ne lancerait pas une aventure révolutionnaire sur la France. Il était vraiment demandeur dans cette affaire. Staline n'avait pas grand-chose à lui demander.
Bon, il voulait quelques petites garanties pour les Polonais, mais c'est tout. Et De Gaulle s'est comporté avec une arrogance, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, face à ce type dont la puissance, qui gagnait la guerre, dont la puissance était incroyable. La dureté aussi, la cruauté, qui n'avait aucun respect pour la France. Et c'est De Gaulle qui l'a dominé. Oui. Quand on lit les documents, on se rend très bien compte. Alors que les Russes, à l'époque, d'ailleurs il disait la Russie, toujours, il disait qu'il était naïf, ou l'accusait de naïveté. C'est surtout ses collaborateurs, c'est le Quai d'Orsay, ce sont ceux qui travaillaient avec lui. Et nombre d'historiens qui ont dit, au fond, bon, il s'est pas du tout laissé avoir. Ils n'ont pas réalisé que, quand De Gaulle est allé à Moscou, lui, il était conscient d'une chose, c'est que les troupes de Staline avançaient sur Berlin. Hein. Ils occupaient l'Est européen. Staline était capable de déstabiliser toute l'Europe. Ça, De Gaulle l'avait compris. Et je suis très étonné de voir que ses collaborateurs, à côté, ne se rendent pas compte que De Gaulle savait qu'il non seulement que rien ne changerait la volonté de Staline, ni les progrès, ni le rôle qu'il jouerait après la guerre, mais qu'aussi Roosevelt et Churchill étaient prêts à sacrifier beaucoup, notamment l'Europe de l'Est, on l'a très bien vu à Yalta. De Gaulle savait tout cela. Et il savait aussi qu'on voulait lui faire encaisser un certain nombre de choses pour donner une certaine dignité à l'attitude occidentale. Et il a su aussi ne pas le faire. Oui, des grands monstres politiques. Hein. Ah oui. Une relation entre la Russie et la France avec le général, et la Russie, évidemment, de Staline à Khrouchtchev, que vous nous racontez, des sacrés personnages. Hein. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, des Trump ou des gens comme ça, dans ce niveau, ou Poutine, de ce niveau de monstres politiques? Non, ce ne sont pas des grandes personnalités. Bon, ce sont des personnalités politiques, mais évidemment, les temps sont différents. La Seconde Guerre mondiale a été un temps tragique, absolument. Quoique nous ayons envie maintenant de parler de guerre froide, etc., de nous faire peur, mais ce n'est pas du tout la même époque. Personne ne va appuyer sur un bouton, nous le savons, nous sommes tout à fait protégés. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se fait peur tous les matins. On se faisait beaucoup moins peur apparemment dans le passé. Mais les temps difficiles sécrètent peut-être des personnalités extraordinaires. Il est clair qu'un bonhomme comme Churchill n'a rien à voir avec les dirigeants anglais après. Enfin, oui. On ne peut pas le reprocher. Mais par exemple, un homme comme Poutine, vous l'avez approché par exemple, Vladimir Oui, mais Poutine. c'est un homme, je dirais, c'est un homme pragmatique, un homme solide, enfin, qui sait ce qu'il veut. Enfin, je veux dire que ça n'est pas c'est une personnalité, mais c'est pas Staline, grâce au ciel, parce que Staline était terrifiant. Tant mieux, oui. Ni Lénine, enfin, ce sont des gens d'une autre trempe. En même temps, je voudrais tout de même dire que Poutine est un personnage qui sait où il se situe, qui n'a pas la prétention non plus d'être un grand homme. Oui. C'est une des choses. Il ne pourrait pas dire, comme le dit le général pour la France, il pourrait dire « je suis la Russie ». Je suis la Russie éternelle. Non, il ne dit pas « je suis la Russie éternelle ». Il dit « j'aime la Russie et je défends ses intérêts ». Ce qui n'est pas tout à fait pareil. De Gaulle disait « je suis la France » parce qu'il n'y avait plus de France, parce qu'elle était écrasée et qui prétendait être une autre France que celle qui était occupée par les Allemands. Quand Poutine, qui ne dit pas « je suis la Russie », il dit « je veux défendre, je suis l'intérêt national de la Russie ». Ça, c'est vrai. Je suis comptable de l'intérêt national. Et ça, c'est un discours que le général de Gaulle aurait aimé, car le général considérait que défendre l'intérêt national, c'était plus important que tout. Et je voudrais souligner que le général de Gaulle, qui n'a jamais employé le mot Union soviétique, qui disait les Russes et la Russie, ça n'est pas par paresse d'esprit ou par incompétence, c'est parce qu'il était convaincu, là aussi c'était un visionnaire, il ne croyait pas aux idéologies, il se disait que ça se terminerait. Alors du vivant de général de Gaulle, celui qui aurait dit la Russie ne durera pas, ou l'Union soviétique ne durera pas, serait passé pour un fou furieux qu'il fallait enfermer sur le champ. Bon, le général de Gaulle en était convaincu, de la même façon qu'il a compris que le monde glisserait, que la puissance du monde glisserait vers l'Asie. Tout cela fait qu'il nous a légué un héritage sur lequel nous pouvons méditer, c'est-à-dire qu'il faut en tout cas regarder le monde tel qu'il est, et pas tel que nous l'avons appris dans notre petite enfance. C'est extraordinaire, hein, voilà, passionnant, hein, ce livre, Hélène Carrère d'Ancos. Je dirais, pour paraphraser le général, il disait, il s'adressait à la France comme à une femme, presque. Il s'adressait, mon cher et vieux pays, avec sa voix incroyable. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui s'adresser à la France comme ça, à dire la France, c'est comme une personne? Eh bien, je vais vous dire, c'est ça qui est intéressant. Vous évoquiez tout à l'heure les responsables politiques actuels qui se tâtent, qui se donnent des petits coups, des caresses, etc. Le général de Gaulle, lui, c'était sa langue qui était charnelle. Il parlait de son pays d'une façon charnelle. Et c'est ça qui était tout à fait différent. Parce que c'était un rêve, la France. Mais un rêve qui l'a servi d'une façon absolument considérable. Et je voudrais ajouter que tout de même,
le général de Gaulle a eu une expérience exceptionnelle de la Russie, parce qu'il a connu Staline, il a connu Khrouchtchev, il a connu Brejnev, c'est-à-dire que pendant presque un quart de siècle, il a vu tous ceux, à part Lénine et à part Gorbatchev, il a connu tous ceux qui ont dirigé ce pays. Personne n'a eu cette expérience. Oui. Vous vous dites même qu'il a presque préfiguré la glasnost, c'est-à-dire l'ouverture de Gorbatchev. Ah ben, il y a participé d'une certaine façon. Je dirais que sa politique dans les années 66, alors bon, il y a ceux qui contestent ça, qui disent qu'au fond, tout ça c'est rien, c'est un rêve. C'est pas vrai du tout. Autant, et je dirais que c'est très injuste, parce qu'on considère que les Allemands ont contribué par leur rapprochement, un rapprochement que le général de Gaulle a encouragé fortement, dont son exemple, l'exemple des accords passés en 1966 avec Brejnev, quand il est allé pour la seconde fois en Union soviétique. Et si je peux faire un petit détour, je voudrais dire que le général de Gaulle était aussi très observateur, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'entre un Staline, vous parliez de la qualité des hommes, qui vraiment était monstrueux, mais qui était une forte personnalité, un Khrouchtchev qui l'était encore, mais qui était, je dirais, un paysan, c'était un type moins raffiné, et puis Brejnev et toute la clique de son époque, c'est-à-dire des apparatchiks relativement médiocres, sauf Kosygin, le chef de l'État, le chef du gouvernement, qui était tout de même plus éduqué. Bon, il s'est très bien rendu compte qu'il avait affaire à une humanité différente, c'est-à-dire que la bureaucratie soviétique avait sécrété une certaine médiocrité. Ça aussi, ce sont des observations très intéressantes, parce que ça peut s'appliquer à l'observation de notre temps, c'est-à-dire voir que des temps plus normaux sécrètent des gens beaucoup moins intéressants. C'est ça, mais quand même passionnant, au fond, parce que tout vous passionne, on a l'impression, Hélène Carrère-Dancos. Écoutez, c'est une histoire passionnante. Entre nous soit dit, combien d'histoires de ce genre on a la chance de regarder attentivement, de pouvoir décrire. Moi, quand je réfléchis, je me dis, de qui j'aimerais parler dans notre époque? Probablement du président chinois actuel. Bon, mais je ne connais pas le chinois, donc c'est raté. Vous voyez? Mais là aussi, si vous voulez, le général de Gaulle avait très bien compris quelque chose, c'est qu'il y a un mouvement qui viendrait de l'Est. C'est à ça que nous assistons aujourd'hui. Qu'est-ce que la Chine est en train de mettre sur pied avec les routes de la soie? C'est un enveloppement du monde. Mais ça, le général de Gaulle l'avait vu. Alors que les routes de la soie n'étaient pas du tout, c'était un mot qui reflétait, je dirais, un passé qu'on croyait complètement révolu. C'est le chameau qui se promenait avec des trésors. Mais il a fallu un demi-siècle pour que ça prenne une dimension tout à fait nouvelle. Merci beaucoup, Hélène Carrère-Dancos. Je disais, c'est romanesque. Le général, mais l'histoire... C'est un roman. L'histoire est un roman. Vous direz, c'est ça, au fond. C'est un roman vrai. C'est ça, l'histoire. L'histoire est un roman, mais le personnage du général de Gaulle est romanesque à tous égards. Regardez-le même physiquement. Ce physique est étonnant. C'est un physique médiéval. Ce n'est pas un physique d'un homme du XXe siècle, évidemment. Il parlait comme un homme d'une autre époque aussi. Et tout ça a impressionné. Et avec ça, il a réussi à déstabiliser Staline. Merci beaucoup, Hélène Carrère-Dancos. Le général de Gaulle et la Russie, publié chez Fayard, votre dernier livre. C'est tout à fait extraordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil.